Il existe une grandeur qui s'appelle la quantité de mouvement, qui est représentée par un vecteur et qui permet de répondre assez facilement à certains types d'exercices. Alors ce vecteur quantité de mouvement, c'est un vecteur qui est le produit de la masse du système par la vitesse de ce système. Autrement dit, lorsque je veux calculer la norme de ce vecteur quantité de mouvement, je prends la masse et je multiplie par la norme de la vitesse. Du point de vue des unités, j'obtiens ce vecteur quantité de mouvement en kilogrammes que multiplie des mètres par seconde. Kilogramme, mètre, seconde moins 1. Si la vitesse varie, la masse étant par ailleurs constante, on va pouvoir écrire qu'il existe une variation du vecteur quantité de mouvement. Et lorsque je vais mettre en relation cette variation du vecteur quantité de mouvement avec le temps, je vais avoir la dérivée. Eh bien la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps, c'est donc la dérivée du produit de m par le vecteur vitesse par rapport au temps. Mais si m est constant, je vais pouvoir le sortir de la dérivée. Et donc je vais pouvoir écrire que c'est m fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais enfin, je sais que cette dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, je sais ce que c'est l'accélération. Autrement dit, et pour résumer cette partie-là, la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps n'est autre que le produit de la masse par le vecteur accélération. Oui, mais Newton nous dit que le produit de la masse par le vecteur accélération, c'est égal à la somme des forces qui s'appliquent sur le système. Donc, il y a une autre façon d'écrire cette deuxième loi de Newton, qui nous dit que la variation du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps n'est autre que la somme du vecteur force qui s'applique sur le système. Alors il y a une conséquence de cette écriture-là. C'est que lorsque la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul, alors la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps est égale au vecteur nul. C'est donc que le vecteur quantité de mouvement est un vecteur constant. Eh bien, quand on a un système isolé, ou pseudo-isolé, c'est-à-dire que la somme des forces qui s'appliquent sur le système est égale au vecteur nul, alors il y a conservation de la quantité de mouvement. Le vecteur P est un vecteur constant. Alors on peut trouver différents cas de figure pour les variations du vecteur quantité de mouvement. Il peut y avoir des systèmes avec un éclatement. Par exemple, ici on a deux mobiles reliés par un fil qu'on va couper avec deux aimants qui vont se repousser et on va avoir éclatement du système. On peut avoir une agglutination. Une agglutination, par exemple, ici on a deux balles avec par exemple de l'adhésif. On envoie une balle sur l'autre, les deux balles se collent et continuent à avancer. On peut aussi avoir un choc élastique. Donc ici on a une bille de billard par exemple, une deuxième. La première va percuter la deuxième et toutes les deux vont s'écarter. Alors ça se traduit, on peut traduire tout ça par, s'il n'y a pas de frottement, par la conservation du vecteur quantité de mouvement du système. On va pas détailler ça tout de suite, mais vous voyez que, attention, tout ça ce sont des égalités vectorielles. Alors un petit exercice pour terminer là-dessus, puis après on regardera une petite vidéo qui nous montre plus précisément ce que c'est que cette conservation de la quantité de mouvement. On peut appliquer ce principe de conservation du vecteur quantité de mouvement au décollage d'une fusée. On a ici par exemple la fusée Ariane 5, et on nous explique que la masse de cette fusée c'est 780 tonnes. Dont pour l'essentiel de l'ergol, le carburant, qui sera consommé par les moteurs. Le rôle de ce moteur, c'est d'éjecter le plus de matière possible à la plus grande vitesse possible. Par exemple, au décollage, on nous dit que les moteurs éjectent chaque seconde 4 10 puissance 3 kg de matière. 4 10 puissance 3 kg de matière par seconde, ça s'appelle un débit, c'est le débit massique. Ce qui produit une poussée de 1,3 10 puissance 7 newtons. Ça c'est l'intensité de la force. Alors improprement, dans le milieu aéronautique, on dit aussi que c'est une poussée de 1,3 10 puissance 6 kg. Il y a un rapport de 10 entre les deux. En fait, cette force, on dit qu'elle peut soulever 1300 tonnes.
Donc c'est l'équivalent de l'opposé du poids. Bon, enfin peu importe. Donc voilà la poussée. Et on nous dit la chose suivante, la poussée, donc la force qui est là, c'est le produit du débit massique des moteurs, donc le rapport de la quantité de matière par le temps pendant lequel c'est évacué, par la vitesse d'éjection. Drôle d'écriture. F, delta M, delta T, V. Tout ça semble pas très cohérent. Est-ce qu'on pourrait faire une analyse dimensionnelle? Est-ce qu'on pourrait vérifier la cohérence des unités? Alors pour regarder la cohérence de ces unités, on va développer un petit peu. Ici, delta M, c'est une masse, donc c'est en kilogrammes. On divise par delta T qui est un temps, en secondes. V, c'est une vitesse, donc en mètres par seconde. Donc on prend des kilogrammes que multiplie des secondes, des kilogrammes que divise des secondes que multiplie des mètres par seconde, ce qui fait des kilogrammes mètres seconde moins 2. Qu'est-ce que c'est que ces kilogrammes mètres seconde moins 2? On se souvient qu'un petit peu précédemment dans la vidéo, on a dit qu'il y avait une équivalence entre les mètres seconde moins 2 et les newtons par kilogramme. Donc un newton, c'est l'équivalent d'un kilogramme que multiplié des mètres seconde moins 2. Ça veut dire que les kilogrammes mètres seconde moins 2 qu'on obtient ici, c'est l'équivalent de newton. Alors est-ce que c'est cohérent du point de vue des unités? Tout à fait, puisqu'ici on obtient une force, et le newton c'est bien l'unité de la force. Alors on va essayer maintenant d'appliquer le principe de conservation du vecteur quantité de mouvement au décollage de la fusée. On nous dit quelque chose d'important. On considère qu'au moment du décollage, le système fusée plus ergol est pseudo-isolé. Alors, si on ne nous dit pas ça, on ne peut pas appliquer le principe de conservation du vecteur quantité de mouvement. On nous demande de donner une estimation de la vitesse de la fusée à la date 5 secondes. Comment faire ça? Alors la première chose qu'il faut faire, c'est un petit croquis. Et on a deux situations. Juste avant le décollage, et au bout de 5 secondes de décollage, après 5 secondes de décollage. Voilà le petit croquis que je vous propose. Ça suit la fusée, avec l'ergol qui va être consommé pendant les 5 premières secondes. La vitesse, avant, elle est nulle. Et la masse, c'est la masse de la fusée. C'est-à-dire les 780 tonnes qui sont ici. Et après, au bout de 5 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? On a la fusée, libérée de la masse d'ergol qu'elle a consommée, qui s'éloigne vers le haut avec une vitesse Vf. Dans le même temps, l'ergol qui a été consommé est projeté et dirigé vers le bas avec une vitesse V, qui est sa vitesse d'évacuation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire qu'il y a conservation du vecteur quantité de mouvement entre ces deux états. Or, le vecteur quantité de mouvement avant est égal à 0. Ça veut dire que le vecteur quantité de mouvement après doit être égal à 0. Comme les vitesses sont dans des sens opposés, ça veut dire que la quantité de mouvement emportée par la fusée doit être opposée à la quantité de mouvement emportée par l'ergol. Ces quantités de mouvement, c'est quoi? C'est la masse que multiplie la vitesse. Donc la masse de la fusée, moins la masse d'ergol qu'elle a consommée, que multiplie Vf, doit être égale à la masse d'ergol qu'elle a consommée que multiplie V. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ça? Oui, parce que les masses, on les a. On connaît la masse de la fusée, et on sait que chaque seconde, on consomme 4 10 puissance 3 kg. Donc au bout de 5 secondes, ça fait 20 10 puissance 3, 2 10 puissance 4 kg. Donc 2 10 puissance 4 kg, c'est la masse d'ergol, et ça c'est la masse de la fusée, moins la masse d'ergol. Autrement dit, la vitesse de la fusée est égale à 2,6 10 puissance moins 2 fois la vitesse d'éjection. Reste à déterminer la vitesse d'éjection. La formule qui était donnée précédemment, elle nous dit que pour retrouver la vitesse d'éjection, on peut prendre la masse, multipliée par delta T, divisé par delta M, autrement dit divisé par le débit massique, soit 1,3 10 puissance 7 qui est la poussée, 4 10 puissance 3 qui est le débit massique, on obtient 3250 mètres par seconde. Et pour terminer, pour obtenir Vf,
il faut multiplier 3250 par 2,6, 10 puissance moins 2, on obtient 85 mètres par seconde, autrement dit, quelque chose comme 300 km/h. Allez, et pour terminer, donc, ce cours qui était long, et je pense qu'il sera difficile à digérer, voilà un petit film qui nous montre bien cette conservation de la quantité de mouvement, du vecteur quantité de mouvement. Ça se passe dans la Station Spatiale Internationale, et on a ici un astronaute qui nous présente différents cas de figure, où on pourrait, point par point, faire une analyse vidéo et regarder quelles sont les vitesses des balles et montrer qu'il y a conservation. Donc là, on a un choc élastique, un autre choc élastique, et il a mis du velcro sur ces balles. Et donc, au lieu d'un choc élastique, cette fois-ci, on a une agglutination du système. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une dernière petite partie un peu plus sympa pour cette vidéo, qui a été, j'imagine, assez laborieuse. Je vous remercie de votre attention.